je vais continuer la présentation de Final Cut Studio 2 avec le bout le plus court. Parce que, honnêtement, Final Cut Pro 6, c'est le logiciel qui a le moins de changements dans toute la suite. Non, c'est pas vrai, il y a DVD Studio Pro qui est passé de 4.1 à 4.2. Là. Mais Final Cut Pro 6 a plein de nouvelles affaires, mais c'est vraiment des petits trucs qui vont nous aider dans notre travail. Il n'y a pas de 3D, il n'y a pas d'étalonnage, il n'y a pas de... En tout cas, il y a plein d'affaires cool, par exemple. Moi, je connais plein de monteurs à vide qui vont aimer les... C'est bien bas, ça. Qui vont aimer les nouvelles fonctions de Final Cut Pro 6. Comme, par exemple, le fait que maintenant, dans Final Cut Pro, on a ce qui s'appelle le Open Format Timeline. Moi, je vais me faire une nouvelle séquence. Puis là, ça me demande, ah, tiens, quel format de séquence je vais faire parce que j'ai coché la petite fonction dans les préférences. Là, il y a une Kona 3, OK? Ça, c'est la première affaire qui fait peur à des monteurs de d'autres plateformes, comme Avid, où est-ce qu'ils ont 3 résolutions à choisir, puis c'est tout, là. T'sais? Là, on a énormément de formats parce que la Kona 3 fait tout. Du mini DV au 2K en passant par toutes les saveurs de HD. C'est sûr que ça peut être un petit peu confondant des fois, surtout avec les nouvelles saveurs de HD qui sont comprises dans Final Cut. Là, à un moment donné, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce que je choisis? Puis plus souvent qu'autrement, on se retrouve sur le bon vieux DV parce que ça marche, tu sais. Là, je me suis fait une petite séquence DV. T'sais. Je vais l'ouvrir. Je vais m'assurer que, pomme 0, Sequence Settings, je vais m'assurer que je suis vraiment en DV, NTSC, 720, 480. Puis là, j'ouvre ma petite bin et je me retrouve avec 3 clips. Oups, un clip en DVC Pro HD, un clip en mini DV, puis un clip en XDCam. Là, si je regarde mon clip en mini DV, il est en widescreen en plus. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que j'ai mis ma séquence en widescreen? C'est quoi le setting déjà pour se mettre en 16:9? On s'en fout. Parce que maintenant, dans Final Cut Pro 6, je peux prendre n'importe quoi et de l'amener dans ma séquence et il va me demander « Est-ce que tu veux que je change les settings pour qu'ils matchent le clip que tu viens de mettre dedans? » Là, tu dis « Oui. » Et plus de petites barres rouges de render. Fini! Il n'y en a plus! Plus besoin de connaître vos easy setup, plus besoin d'aller fouiller dans les séquences. Il y avait une petite passe-droit un petit passe-droit dans Final Cut 5 avant. Là, tu pouvais faire ça. Il y avait un petit truc qu'on avait donné en se servant de multiclip sequence pour faire la même chose. La séquence s'adapte automatiquement au format d'image que je lui ai donné. Il a même reconnu que c'était du 16:9. Là, j'ai un clip en DVC Pro HD. OK. Là, il faut que je mette ça aussi dans la séquence. Fait que mettons que je vais mettre la petite Emma qui fait des babayes à la tourte qu'on a vue dans le petit chemin. Là, je l'amène ici, mais là, ma séquence là, est en DV en 29,97 frames secondes et j'ai un petit clip DVC Pro HD ici à 23,976 images par seconde. Puis qui est en 720 lignes de résolution. Qu'est-ce que ça va faire selon vous? J'amène ça dans la séquence et il scale automatiquement et ajuste le temps automatiquement de tes séquences et tout ça joue en temps réel. Vous pouvez mélanger des résolutions en real time dans la même séquence. Et juste pour nous confondre, j'ai même une shot en XDCam ici qui est en 1920 par 1080, qui est un autre format complètement, qui est en MXF. Et ça aussi, ça joue en temps réel dans une séquence en mini-DV. Là, qu'est-ce qui arrive si je fais le contraire? Je me fais une nouvelle séquence ici, puis celle-là, je vais l'appeler... tiens, on va choisir n'importe quoi, tiens. On s'en fout. OK? On prend n'importe quoi, je mets en premier mon clip en XDCam, qui est en XDCam HD. Je dis oui. Il ajuste les paramètres de ma séquence. Si je fais pomme 0, je vois que maintenant, ma séquence est rendue en HDV, parce que le XDCam HD, c'est un format d'HDV. J'étais en 1440 par 1080 parce qu'il y a du pre-filtering, donc une espèce de format HD. Et là, je mets du mini-DV dedans. Attention. Ben, le mini-DV est automatiquement upscalé et réduit à 24 images secondes.
Donc là, je vois mon clip mini-DV en 1920 en 1440 par 1080, en temps réel. Ça, c'est cool. Un autre feature très, très intéressant de Final Cut Pro, Mathieu nous en a parlé tantôt, j'ai ici mon plan de panne poche. OK, on regarde mon magnifique panne, pas de trépied ici, sur le bord du Saguenay, avec ben du vent. Puis c'est ça. C'est pour ça que je l'ai appelé panne poche. Hein? OK, on va reprendre ma petite séquence DV, elle est déjà faite. Je vais tout enlever ce qu'il y a là-dedans. Je vais amener mon clip de panne poche ici, comme ça. Et on va regarder ça. OK, peut-être à Musique Plus, mais pas à Final Cut Montréal. On s'excuse auprès des monteurs de Musique Plus. J'ai des amis monteurs à Musique Plus. Alors, on va dans les effets. On va maintenant dans Video Filters et dans dans Image Control, oui, c'est ça. Hein? Dans vidéo? Ben oui. Smooth Cam, c'est pas dans Image Control. On l'a eu vendredi, hein? Et j'utilise Smooth Cam. Est-ce que... Ben là, il a fini, parce que je l'ai fait ce matin, fait que c'est sûr que... Ce qu'il fait, c'est qu'il analyse le master clip au complet et il essaie de déterminer le mouvement qu'il y a dans le clip. Là, il l'a fait pas mal rapidement parce que je l'avais déjà fait, mais en gros, ça ajuste mon panne poche. OK? Mathieu l'a mentionné tantôt, c'est sûr que, évidemment, puisqu'on ajuste, on fait un zoom-in dans l'image, c'est sûr qu'il y a une certaine perte de résolution. Là, c'est du mini-DV. Si vous travaillez avec un format un petit peu moins compressé, c'est sûr que vous allez retrouver quand même une certaine richesse, excusez-moi, une certaine richesse et vous allez avoir plus de possibilités. Mais en gros, ce que ça l'a fait, c'est carrément d'ajuster mon pan automatiquement. Pas besoin de point de tracking, pas besoin de rien. Le Smooth Cam Filter, ça smooth tes plans. Comme si tu avais un Steadicam en bateau. On a maintenant des Master Templates. Les Master Templates, pour les monteurs qui ne voulaient pas nécessairement apprendre Motion. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais joué avec Motion, mais qui ont Final Cut Studio? Y en a-t-il d'autres qui voudraient l'apprendre? OK, c'est bon. Bien, il y a déjà un pas de plus que vous pouvez faire en ce moment, c'est d'utiliser certains des magnifiques templates qui viennent avec Final Cut Pro et avec Motion et les utiliser dans Final Cut Pro. Maintenant, ça s'appelle les Master Templates. Si je vais dans les effets ici ou dans le sous-panneau des générateurs, on retrouve les Master Templates. Là, il y en a plein. En 3D, des blocs, les brushes. Il y en a beaucoup qu'on retrouve dans Motion. Disons que je vais chercher Lights, le opening de Light, mettons. Là, vous allez peut-être le reconnaître, ceux qui travaillent un petit peu avec Motion. Vous voyez, vous avez le petit truc ici comme ça, puis là, vous dites « Oh boy, il va falloir que j'aille dans Motion, il va falloir que je rentre là-dedans, puis que je change la vidéo, que je fasse un rendu, que là, je revienne. Là, mon clip est embeddé, fait que là, j'ai perdu mon montage, puis de problème. Vous voyez ici, j'ai un titre, First Last, comme ça, et j'ai la flèche qui détermine un drop zone dans lequel je peux mettre de la vidéo. Je vais dans mes contrôles et je me retrouve avec drop zone 1, 2 et 3 et les titres. Donc là, je vais mettre, mettons, un titre ici qui va dire « Bienvenue au Saguenay, Guenay ». On va essayer de ne pas faire de faute. Et je vais aller dans mes plans ici comme ça, puis je vais aller chercher les baleines que je vais mettre dans le drop zone ici. Pouf! Et là, je me retrouve avec un drop zone avec des baleines et mon petit titre. Là, je pourrais ajuster la typo, tout ça ici comme ça, parce que je vois que mon titre ne fit plus. Mais en gros, tu as les templates de Motion que tu rentres dans Final Cut Pro, tu as juste à ajouter les titres. Alors, ceux qui font des bumpers à la télévision, ceux qui font différents montages au niveau corporatif, si vous faites des événements comme ceux de ce soir, vous n'avez pas le temps nécessairement d'aller dans Motion, vous pouvez faire tout ça à même Final Cut Pro très facilement avec les contrôles que vous connaissez bien. Puis là, après ça, je peux installer ça dans mes séquences. Les Master Templates, tout nouveau dans Final Cut Pro 6. Justement, on parlait des Easy Setup tantôt. Il y en a un peu qui ont capoté quand ils ont vu la liste de formats que je pouvais choisir dans mes séquences. On sait que plus on ajuste
plus on rajoute de hardware, plus on va avoir de formats possibles avec lesquels on peut travailler. Ben, il y a un nouveau feature de Final Cut 6 qui est vraiment bien pour les monteurs d'autres stations, là, qui ont un petit peu peur. C'est que maintenant, tu peux te faire une liste par format de montage. Moi, je veux voir juste les Easy Setup pour faire du NTSC, par exemple, à 29,97 frames secondes. Et là, j'ai juste une liste qui me montre des formats SD, comme la Kona 3 en NTSC, comme les formats DV, le IMX, des trucs comme ça. Spécifiquement, si je veux faire, par exemple, du film en SD, je peux regarder juste les formats qui font du 23,9,8. Il y en a un peu moins. Après ça, je peux regarder juste les formats, par exemple, en ProRes. Il y en a pas beaucoup. Il y a ceux que la Kona va faire, ceux d'Apple. Ensuite, les formats en DV, il y en a juste 4. En 23,9,8, si je fais toutes les framerates ici comme ça, vous voyez, vous pouvez faire une classification des formats. Donc, si vous n'êtes pas trop sûr dans quel format vous allez travailler, regardez ce qui est écrit sur la cassette, puis regardez ce qui est écrit dans la petite liste-là, puis vous allez être capable de trouver le format que vous avez besoin pour travailler. Mais en gros, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il y a tellement de formats sur le marché maintenant, avec la P2, avec le XD-Cam HD, avec les decks IMX de Sony, qu'on ne sait pas trop finalement si c'est du XD-Cam, si c'est du IMX, si c'est du DV-Cam. Vous pouvez regarder dans la liste maintenant, vous allez reconnaître quand même certains formats et vous avez les Easy Setup dont vous avez besoin pour travailler avec. Mais puisque le timeline change aussi automatiquement selon le format qu'on veut, ça peut être pratique. Par contre, si vous travaillez avec des cassettes mini DV et vous voulez sortir ça en non compressé, comme par exemple en uncompressed 8 bits, parce que vous êtes en DV, vous n'êtes pas obligé d'aller en 10 bits si vous n'en avez pas besoin. Vous voulez avoir une séquence uncompressed 8 bits pour pouvoir travailler avec vos clips en mini DV, mais que tous vos effets, vos titres, vos infographies ne soient pas compressés avant de les sortir sur bande. C'est intelligent d'utiliser quand même les Easy Setup pour choisir le bon format. Donc, les Easy Setup, un petit peu plus simples. Il y a toutes sortes de petits trucs cosmétiques aussi. Oui, je veux sauver mon projet. Ça n'a pas changé. Des petits effets cosmétiques, comme par exemple dans les scopes maintenant, je peux cliquer ici puis changer la luminosité de mes scopes. Comme ça, je peux changer aussi la luminosité de l'interface en dessous de mes scopes. Donc, ça peut être pratique. Est-ce qu'ils ont arrangé les scopes? Ça, je ne peux pas répondre. On peut l'essayer, là. Je sais qu'il y avait des problèmes avec la version 5 là, au niveau des scopes, là, mais c'est sûr que on a des scopes en real-time de Powerflow 5.04, je pense, je ne sais plus, 5.1. Mais est-ce qu'ils sont aussi bons qu'ils devraient l'être? Ça, je ne sais pas. Je sais que supposément ceux dans Color sont vraiment très bons, mais on va voir Color un petit peu plus tard. Il y a plusieurs effets qui ont été rajoutés dans Final Cut. J'ai eu le temps de jouer avec plusieurs de ces 3 effets. Ici, il y a des effets de blur, il y a des effets de toutes sortes de petits trucs qu'on retrouvait dans Motion. Il y a des FX plugs qui ont été transformés. On peut aller explorer le menu des effets. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de petits gugus dont vous pouvez vous servir dans votre montage, surtout dans Stylize. Ici, là, Bad TV, par exemple, faire des petits cercles, faire du line art. Oups, un petit peu, que j'en choisisse un autre. Ici, Bad TV. Oui, Bad TV, c'est cool, c'est vrai. Lui, il n'est pas très real-time, par exemple. Hein? Ah, attends un peu. Unlimited real-time. Ah, ben. Ah, OK. Non, c'est bon. Ah oui, mais regarde. Unlimited real-time. Bon, vous voyez que c'est pas un effet qui est super optimisé, hein, parce qu'on a un octo ici, en dessous de la table, puis ça prend quand même pas mal de render. Alors, tu sais, il invente des machines beaucoup plus rapides. Pour pallier à ça, il invente des effets qui prennent plus de temps de rendu. ça se balance. Pour moi, un truc que j'ai trouvé vraiment, vraiment très, très cool, puis je vais presque finir avec ça. Dans Final Cut 6 maintenant, j'ai mon plan qui s'appelle Pan-Poche, mais je sais que j'ai changé le nom de mon Mediafile. Là, je ne me souviens plus comment s'appelait mon Mediafile. Ou bien, vous avez numérisé, et vous avez numérisé à mi-temps, vous avez oublié dans la fenêtre Log and Capture de mettre différentes informations, et là, vous vous retrouvez avec 48 clips untitled. Ou bien tape 1, trait d'union 1, trait d'union 2, trait d'union 3, etc. Puis là, après ça,
minutieusement, vous changez tous les noms de vos clips et vous aimeriez ça que les QuickTime sur le disque dur aient le même nom. Maintenant, dans le menu Modifier, vous pouvez aller choisir Rename, changer le nom du QuickTime pour qu'il prenne le nom du clip ou remettre le nom du clip comme était le nom du QuickTime. Donc, Clip to Match File ici, mon plan s'appelait Mount Whatever. Donc, on peut rechanger les noms de vos clips par rapport au nom du fichier ou changer le nom du fichier. Donc, tu n'es plus obligé d'aller dans le Finder, changer le nom de ton fichier, tu reviens dans Final Cut, le clip est offline, il faut que tu le reconnectes. Fini. N'appuie. C'est bon, ça? C'est sûr qu'il y a eu plein d'autres petits ajustements. Il y a des nouveaux filtres audio. Il y a moyen de faire du surround maintenant dans Final Cut 6. Des nouveaux trucs au niveau du XML. Toutes sortes de petits automatismes qui ont été intégrés un peu partout dans l'interface, qui fait que pour des gens qui commencent à travailler avec Final Cut Pro ou des gens qui veulent tout simplement devenir meilleurs, devenir plus rapides au niveau de leur montage, au niveau de la technique pour pouvoir participer plus au processus de création, au processus de montage. Il y a toutes sortes de petits trucs comme ça qui ont été rajoutés à Final Cut. Peut-être le plus gros feature de Final Cut Pro 6, c'est la nouvelle résolution qui s'appelle du ProRes. Qu'est-ce que c'est du ProRes? C'est du HD compressé beau. En gros, c'est ça. Jusqu'à date, on avait 3 façons de monter en HD dans Final Cut. On avait le HDV à 25 ou un petit peu plus mégabits seconde. On avait du XDCAM HD. Et ça, pour les formats Sony, du côté Panasonic, on avait du DVC Pro HD à 100 mégabits seconde. Puis à l'autre extrême, on pouvait numériser en non compressé si on avait une carte Kona ou une carte Blackmagic qui faisait du HD. Et là, on était pris à quelque part en bas de 10 MB seconde ou quelque part en haut de 150 MB par seconde. Il n'y avait rien entre les deux. Ce que Apple ont fait, c'est qu'ils ont développé un codec qui est à 145 ou 220 mégabits par seconde, ce qui donne des data rates d'à peu près 24 à 30-32 mégabytes par seconde. À peu près le même data rate que du non compressé. Donc, ça vous permet de monter du HD, le ProRes 422, qui est beau, qui est en 10 bits, et qui ne prend pas l'espace que prendrait du HD non compressé. Ce qui veut dire qu'avec des drives comme ceux que Julian nous a montrés tantôt, on peut maintenant monter du HD. C'est pour ça que je parlais tantôt que le HD est vraiment démocratisé. Je vais vous en montrer un petit peu. On a un clip ici que Jean-Guy m'a amené tout à l'heure, qui est celui qui montre un petit comparatif entre le non compressé et le ProRes. Fait que ce que vous allez voir à gauche, c'est du 720p non compressé, puis ce que vous voyez à droite, c'est du ProRes HQ. Et dites-vous que ça aurait pris un Xserve RAID ou quelque chose d'aussi rapide que ça, comme la petite tour qu'on a en dessous, pour être capable de monter du HD non compressé. Maintenant, on peut monter du HD qui est compressé, mais qui est quand même très beau. Oui, c'est ça. C'est une bonne idée. On va le laisser rouler. Comme ça, vous pourrez venir le voir sur le petit écran qui est ici. Tu peux même mettre l'autre micro aussi. Oui. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la présentation qu'ils nous ont montrée au NAB. Ce qu'il y a à gauche, c'est du non compressé. Puis ce qu'il y a à droite, c'est du ProRes 422. Maintenant, c'est sûr que si vous regardez ici, vous allez le voir en HD. Le projecteur n'est pas HD, donc ça ne vous donne pas nécessairement l'idée, mais vous pourrez venir voir de plus près si vous voulez. Le codec de ProRes est vraiment quand même très, très clean. Ça s'adresse à toutes sortes de marchés. Ça s'adresse au marché de la télévision, beaucoup au marché du film pour la télé, ou si vous voulez faire du HD, sans nécessairement avoir une salle de montage à 25 000 $. Vous allez être capable de faire des résultats qui sont quand même très, très beaux. Le but de travailler avec un codec en 10 bits, c'est que vos effets vont être renderés dans une pas mal plus haute résolution. C'est un beau compromis par rapport au coût de travailler en non compressé natif. Et je ne sais pas si vous voyez la différence. Moi, je ne la vois pas, mais c'est ça. En fait, c'est que ce que vous avez ici, c'est que le ProRes a été réencodé en non compressé. Donc,
À droite, il y a de la compression, même si à gauche, il n'y en a pas. La ligne est à peu près ici. Ben, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de... C'est un codec qui est très efficace. Si vous êtes habitué de travailler non compressé dans des grosses salles de montage avec des écrans à 35 000 vous allez peut-être trouver un petit truc et dire « Ouais, mais regarde, là, il y a du noise. » Ah bon? Saviez-vous que quand ça passe à la télévision, des fois, ça a 12 mégabits seconde, tu sais? Là, on passe de 220 puis on tombe à 12. Fait qu'à un moment donné, ça va être beau pareil. Donc, ça vous permet de monter en HD qui est compressé, mais qui a de l'air du non compressé. Et c'est ça le but du ProRes 4.2D. La boîte AJA IO HD, dont Julian vous a parlé tantôt, a un encodeur ProRes built-in. Vous allez être capable de numériser dans ce format-là. Et vous pouvez le faire de toute façon avec d'autres cartes. Mais il y a aussi un codec SD de ProRes qui est très très clean, qui vous offre les mêmes data rates. Donc, vous pouvez travailler avec une image qui a l'air non compressée, mais qui l'est. Et c'est tout pour Final Cut Pro 6. Oui? Ben, les deux, en fait. Les deux. Ça s'adresse vraiment aux gens que ça leur dérange pas de ne pas être en non compressé pour faire du HD. Ben, il y a la version standard qui est 145 mégabits seconde et il y a la version High Quality, le ProRes HQ, qui est 220 mégabits. C'est sûr que tu es compressé, sauf que pour plusieurs applications, ça ne dérange pas. Je veux dire, bon, il y a du monde que le DV, ça ne leur dérange pas comparativement à du SD non compressé. Ou si tu regardes, par exemple, du 50 mégabits ou du DVC Pro 100 à 100 mégabits, comparativement à du non compressé, il y en a que ça leur va très bien. Le ProRes, c'est quand même un codec qui donne une très, très haute qualité puis une bonne performance, rapport espace-qualité. Donc, sur certaines applications, comme des films de Star Wars, c'est pas nécessairement la meilleure parce que tu vas avoir besoin de la meilleure qualité possible pour pouvoir faire tes effets spéciaux. C'est une 10e génération? OK. C'est une 10e génération. C'est pour ça que c'est... c'est pour ça que c'est rendu un SD dans mon moniteur ici. Non. Une 10e génération, bon, OK, ça a été compressé 10 fois, une à la suite de l'autre. Donc, le codec est quand même très, 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 très fort. Puis, ben, c'est ça. Ça vous permet de faire du beau HD avec des disques Firewire, dans le fond, un peu comme les CalDigit qu'on a vus tantôt, ou des disques SATA. Je ne le sais pas encore. Je ne l'ai pas essayé. Mais, non, mais je peux l'essayer tout de suite, en fait. Là, ça joue-tu? Oui. Ben, ça marche! OK. Hey, non, mais ça, c'est du live, là. On est live ici à Final Cut Montréal. On fait des tests. Je suis sur le codec ProRes HD. Ça, ici, c'est une pub qu'un de nos membres, qui s'appelle Yves Saint-Jean, a fait pour Québec Transplant. Je suis directeur technique là-dessus. Puis Yves est parti à Cuba, mais il nous a prêté le stock shot pour qu'on puisse vous montrer ça. On a tourné ça en HD Cam. Ça, c'est vraiment le workflow typique. On a tourné en HD Cam, on a numérisé dans Final Cut Pro en HD non compressé avec une Kona 2 chez Technicolor. Il a fait tous ses titres dans Motion. Et ensuite, on est retourné chez Technicolor avec les rendus de Motion. On n'a jamais retouché à une cassette. On est parti directement faire le online en 2K à partir des fichiers qu'on a sortis de Motion puis de Final Cut Pro. Donc, ça, c'est l'exemple d'un projet qui a touché une cassette une fois quand on a tourné, et c'est tout. Puis on a travaillé dans la meilleure qualité possible à tout moment. Et vous allez voir cette pub-là dans tous les cinémas Gouzeau à partir du 19 juin. C'est une campagne de Québec Transplant pour supporter pour inciter les gens à signer leur carte d'assurance maladie. Et ça va coïncider avec la sortie du film Nitro. Donc, oui, c'est ça. Le but de le faire en HD Cam, puis ensuite de le transférer, puis de travailler en 2K, c'était de s'en aller ensuite en 35 mm. Et c'est pour ça que vous allez voir ça dans 180 cinémas Gouzeau. Et ça a été fait par un membre de Final Cut Montréal. On salue Yves et on le remercie.